Comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois? La mission des équipages des sous-marins sous l'eau dure 70 jours parce qu'il a été démontré que des hommes à bord d'un espace aussi confiné qu'un sous-marin, et sans possibilité d'en sortir, supportent très mal de rester plus de 70 jours ensemble. Au-delà de cette limite, des tensions suffisamment fortes risquent de se créer et de mettre en péril la vie de l'ensemble de l'équipage. Mais les astronautes restent souvent plus de 6 mois dans la prétendue station spatiale. Certains sont même restés 1 an et demi. Ils subissent une apesanteur permanente. Ils sont enfermés sans aucune possibilité de sortir. Là, on voit l'astronaute qui va se coucher dans sa chambre. Imaginez donc dormir pendant 1 mois, voire 1 an, dans un espace comme celui-ci. Ils n'ont jamais de soleil, jamais d'air frais. Ils ne mangent que de la nourriture déshydratée. Ils ne boivent que de l'eau recyclée provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils vivent dans un environnement sale, malgré ce qu'on nous montre. Ils sont sales. Ils portent des habits sales. Ils sont à chaque instant dans des conditions de risque extrêmes. Il suffirait d'un infime incident, une panne d'électricité, une fissure dans les parois, une météorite ou un débris de satellite percutant la station, et la situation deviendrait gravissime, voire mortelle en quelques secondes. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, font les clowns, ne semblent jamais souffrir des conditions dans lesquelles ils vivent soi-disant depuis plusieurs mois. L'espace est parcouru en permanence par des météorites de toute taille et des dizaines de millions de débris qui sont en orbite autour de la Terre. Ces débris proviennent des restes de lancements de fusées et de collisions entre satellites. La position et la trajectoire des débris les plus volumineux est connue, mais la majorité, soit plusieurs millions, sont des objets ne pesant que quelques grammes et se déplaçant à 28 000 km/h. De plus, chaque année, la Terre traverse des essaims de météorites où le nombre de météorites est si important qu'on peut en voir jusqu'à plusieurs milliers par heure, comme Léonide en 2002. La vitesse de la station spatiale étant de 28 000 km/h, la vitesse d'une météorite pouvant dépasser 100 000 km/h. Vous avez bien entendu, une vitesse de 100 000 km/h. L'impact d'une météorite de la taille d'un grain de sable correspondrait à l'impact d'une boule de pétanque lancée à 100 km/h. Imaginez les dégâts que ça occasionnerait sur les parois de la station, ne faisant que quelques millimètres d'épaisseur. L'air s'échapperait rapidement et les astronautes n'auraient même pas le temps de se mettre à l'abri. Sur certaines parties, la protection contre les météorites est constituée d'une feuille d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, séparée de la coque par une couche de Kevlar. Pensez-vous qu'une couche d'aluminium et une de Kevlar pourront amortir l'impact équivalent à celui d'une boule de pétanque lancée à 100 km/h? Et dans les nombreux endroits où il n'y a pas cette protection, comment ça se passe s'il y avait un impact de météorite? Admettons que le risque d'être percuté par une météorite soit très faible. Selon la NASA, il n'y aurait eu que 2 impacts et un trou dans un des panneaux solaires. Un impact dans l'une des parois de la station, un autre sur le pare-brise de la navette spatiale, et un trou dans un des panneaux solaires. Bien sûr, rien de grave, les parois ont résisté à ces impacts. Quelle chance, en 16 ans dans l'espace! Remarquez aussi qu'il n'existe qu'une seule photo de ces impacts. Pourquoi n'en ont-ils pas fait plusieurs? Pourquoi n'ont-ils pas fait des vues plus larges? Peut-être parce que le trucage photo serait trop visible. De plus, le flux de micrométéorites, ce sont les poussières de météorites, est beaucoup plus important. Les impacts sur les parois de la station spatiale ne causeraient pas de dégâts, mais devraient au moins laisser des traces. Voici l'impact laissé par une balle de 9 mm dans une plaque de métal. Une micrométéorite de quelques millièmes de grammes se déplaçant à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde arriverait avec la même énergie que cette balle et laisserait donc le même impact. Et pourtant, il n'y a pas une seule trace sur la station, pas une seule rayure, pas une seule marque, alors qu'il y a un flux continu de micrométéorites et de dizaines de millions de débris de satellites orbitant à très grande vitesse autour de la Terre. Les panneaux solaires de la station spatiale ont une surface totale de 2500 m² et sont fixés sur un film plastique très fin. Eux n'ont aucune protection contre les météorites et les poussières de météorites. Celles-ci arrivant à plusieurs kilomètres par seconde passeraient au travers de ces panneaux comme au travers d'une feuille de papier. Et ces panneaux devraient être constellés de trous causés par ces micrométéorites et ça devrait couper les connexions électriques. Pourtant, ils sont en parfait état de fonctionnement et ne présentent aucun trou. Curieux, non, après 16 ans passés dans l'espace. Et ce n'est pas un problème non plus pour les astronautes qui sortent dans l'espace. Ils peuvent rester jusqu'à 6 heures hors de la station. Et un objet pesant 1 millième de gramme et arrivant à la vitesse de 30 km par seconde aurait la même énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 km/h.
Mais si l'objet pèse 1 gramme, il aurait alors la même énergie qu'un poids de 10 kg lancé à 1000 km/h. Comment croire que leur combinaison de plastique les protégerait de tels impacts? Comment croire que la NASA laisse ses astronautes courir un tel risque? Il y a 3 types de rayonnement ionisant. Le rayonnement alpha, arrêté par une simple feuille de papier. Le rayonnement bêta, qui est arrêté par une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur. Et le rayonnement gamma, qui est le plus nocif, puisqu'il faut une bonne épaisseur de béton ou de plomb pour l'arrêter. Les dégâts qu'inflige ce rayonnement à notre corps peuvent être très graves, allant de brûlures de différents degrés jusqu'à une mort plus ou moins rapide. Cela dépend de l'intensité et de la nature des rayonnements et du temps d'exposition. Il faut savoir que l'espace est parcouru en permanence par un rayonnement cosmique provenant du Soleil, d'étoiles ayant explosé ou de quasars. Ce rayonnement cosmique est composé de particules ayant une énergie très élevée. Ce sont essentiellement des noyaux atomiques se déplaçant à des vitesses voisines de la lumière. Et lorsque ces particules percutent un atome, le noyau de cet atome se casse, libère des neutrons qui vont heurter d'autres atomes, les brisant aussi. Et à chaque fois qu'un atome est brisé, il apparaît un rayonnement radioactif, alpha, bêta et gamma. Ce processus continue tant que l'énergie des particules est suffisante pour briser les atomes. On comprend les dégâts que cela peut occasionner à notre corps. Heureusement, ce rayonnement ne nous atteint pas sur Terre, parce que la plupart des particules cosmiques sont déviées ou piégées par le champ magnétique de la Terre, formant un bouclier qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Il fait plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur au-dessus de nous. Kelly Smith, ingénieur à la NASA, explique que les radiations de la ceinture de Van Allen sont un problème et qu'ils font des recherches pour savoir comment résoudre ce problème. Lorsque certaines particules traversent malgré tout cette ceinture, elles réagissent avec les molécules dans la haute atmosphère et n'arrivent pas jusqu'au sol. C'est cette réaction qui cause les magnifiques aurores boréales et australes visibles dans les hautes latitudes nord et sud de la planète. Les particules cosmiques engendrant les rayonnements gamma sont très énergétiques et arrivent à plus de 100 000 km par seconde. Elles traverseraient sans aucune difficulté les minces parois d'aluminium d'un vaisseau spatial, pénétrant dans le corps des astronautes, détruisant les cellules et endommageant gravement les brins des molécules d'ADN. Les pilotes d'avions de ligne, qui volent à 10 km d'altitude, subissent un rayonnement beaucoup plus élevé que nous au sol et sont suivis régulièrement par les autorités médicales. Pourtant, ils sont protégés par l'atmosphère qui capte les particules cosmiques résiduelles, diminuant leur rayonnement radioactif. Mais le rayonnement 400 km plus haut n'est pas nocif pour les astronautes. Sur Terre, on nous protège avec un épais morceau de plomb pour une radio dedans, et les astronautes dans la station spatiale resteraient plusieurs mois dans l'espace sans subir aucun désagrément, alors que c'est le même type de rayonnement. Il y a aussi l'anomalie magnétique de l'Amérique du Sud, provenant de la différence entre l'axe de rotation de la Terre et l'axe de son champ magnétique. À cet endroit, au niveau du Brésil Sud, la ceinture de Van Allen est très proche de la Terre, à moins de 500 km d'altitude, donc là où orbite la prétendue station spatiale. Les satellites qui passent régulièrement dans cette anomalie sont exposés pendant plusieurs minutes à de forts niveaux de radiation et ne réalisent aucune observation lorsqu'ils passent au-dessus de cette région, les risques d'avarie étant trop importants. Mais ce n'est pas dangereux pour les astronautes de la station spatiale. Il paraît qu'il aurait reçu un revêtement particulier pour supporter ces radiations. Ah bon, il existe donc un revêtement pour protéger des radiations. Mais alors pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger les satellites qui y sont exposés? Pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger le personnel travaillant dans les centrales nucléaires ou suite aux accidents nucléaires? Les tempêtes solaires génèrent un flux de particules à très haute énergie. Durant une éruption solaire qui peut durer de quelques secondes à quelques heures, la surface du Soleil libère des nuages de plasma qui arrivent à la Terre en 3 jours. Officiellement, la station est dans le champ magnétique de la Terre, faisant office de bouclier contre les rayonnements cosmiques. Mais pendant une tempête solaire, le flux de particules est beaucoup plus important et traverse ce bouclier, à tel point que cela a déjà mis hors d'état certains satellites. Cela a aussi déjà causé de massifs pannes d'électricité, comme au Canada en 1989. Mais cela n'a jamais causé aucun dégât aux fragiles composants électroniques de la station. Cela n'a jamais causé aucun problème aux astronautes.